Bon, si vous suivez un peu l'actualité photo, vous avez certainement vu passer la sortie du nouvel appareil photo hybride de chez Sigma. Il s'appelle le BF. D'ailleurs, dans une interview pour Phototrend, le président de chez Sigma, donc Kazuto Yamaki, révèle que le sigle BF correspond à Beautiful Foolishness, donc la belle folie. Et c'est vrai que ça représente plutôt bien ce boîtier qui sort un peu des codes. Alors, je vous montre tout de suite à quoi ressemble le boîtier. Voilà, on est sur quelque chose d'assez inédit. On a une interface, un design, une ergonomie très différente de tout ce qui sort actuellement sur le marché et même depuis des années. Donc j'ai eu l'occasion de le tester au Japon et surtout d'échanger avec la marque, les ingénieurs, ce qui était plutôt une bonne chose parce que ça m'a aidé à comprendre le pourquoi de ce boîtier, sa cible, mais aussi pour qui il se destine. Et peut-être qu'on peut déjà en parler, l'essence du boîtier, c'est la simplicité, revenir à l'essentiel qui est, je pense, de se concentrer sur la joie de la photographie. Donc c'est un boîtier qui va cibler par exemple les utilisateurs de smartphones, les gens qui veulent se mettre à la photographie, mais aussi tous les photographes qui ont envie d'expérimenter quelque chose de plus simple où on ne se prend pas la tête. C'est pour ça qu'ils nous proposent cet appareil qui est très différent. Ils ont essayé de le simplifier au maximum et d'éliminer les éléments superflus qu'on a habituellement sur nos appareils photo hybrides. C'est vrai que généralement on utilise à peu près 20 à 30% de toutes les fonctionnalités qui sont disponibles sur le boîtier. L'idée de ce produit, c'est de se concentrer sur l'expérience pratique plutôt que de faire la compétition sur une liste de specs. Allez, je vous montre tout de suite quelques photos pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec. Alors le BF, il est assez particulier au niveau de sa conception parce qu'il est fabriqué dans un seul même bloc d'aluminium. Il faut pas moins de 7 heures pour travailler le bloc. On a eu une visite de l'usine Sigma et c'est vraiment très impressionnant. On n'imagine pas le nombre, la précision des machines et même l'expertise de chaque ingénieur technicien à chaque étape de la fabrication d'un produit. Donc là, la conception en un seul bloc fait aussi qu'il n'y a en fait aucune vis dans ce boîtier, donc il est censé être encore plus solide, résistant et je l'espère durable. D'ailleurs, il est résistant à la poussière et aux éclaboussures. Alors je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions sur le boîtier et ce qui est revenu quasiment à chaque fois, c'est la prise en main. Est-ce que c'est confortable? Est-ce qu'il tient bien en main? Est-ce qu'on peut le tenir à une main? Alors effectivement, il n'y a pas de grippe, donc on peut se poser la question de la prise en main. Déjà, on a la cale, le renfort pour le pouce, donc ça permet de solidifier la prise. Je peux le tenir à une main, je peux le secouer un peu, ça va tenir. Alors je recommanderais quand même d'utiliser une Dragon par sécurité. On a aussi une partie texturée devant sur la moitié du boîtier, ça empêche un peu moins au doigt de glisser, même si je pense que c'est surtout un élément de design. Quand tu le tiens à deux mains, ce qui est bien vu, c'est qu'ils ont biseauté certains angles. En fait, les endroits où la main vient en contact sur le boîtier, eh bien, ça ne vient pas piquer ni trancher la main, à ce niveau-là, pas de souci. À la limite, ils auraient pu aussi biseauter l'angle en haut à gauche. Quand tu le prends en fait en mode vertical, tu vas le sentir un peu plus dans le coin. Donc, il est peut-être pas aussi confortable qu'une ergonomie habituelle avec un grip, mais honnêtement, moi, j'ai pas eu de souci à le tenir. Je vous conseille encore une fois de l'utiliser avec une Dragon. D'ailleurs, il y a juste une attache à droite, donc on ne pourra pas l'utiliser avec une sangle à moins de rajouter une attache qu'on pourrait visser sous le boîtier. Donc il est légèrement plus lourd, de 24 grammes que le FP, légèrement plus large mais moins profond. Autre originalité de ce produit, c'est qu'il n'y a pas de carte mémoire. Il intègre un disque SSD de 230 Go. Donc la marque annonce que ça représente environ 14 000 JPEG, 4 000 € ou 2h30 avec le réglage le plus élevé en vidéo. Donc vu qu'il n'y a pas de carte mémoire, il n'y a pas non plus de slot pour carte SD. À la place, on a uniquement un port USB-C. On n'a pas de prise casque, ni de prise micro, ni de prise HDMI. On est toujours, encore une fois, sur une perspective de minimalisme. Donc il faut utiliser un câble USB-C pour transférer les fichiers. Donc j'ai testé le débit de transfert. J'ai transféré environ 34 Go du Sigma BF à mon ordinateur et en moyenne, ça a pris 2 minutes et 46 secondes pour charger le tout. Donc c'est quand même assez rapide. Alors tu peux transférer à un PC, une tablette ou encore un smartphone à condition que ça soit de l'USB-C. J'ai fait le test avec mon iPhone 14 Pro par exemple, donc un câble USB-C d'un côté et Lightning de l'autre, mais là malheureusement ça marche pas. Il n'y a pas non plus d'application de prévu pour pouvoir télécharger les fichiers. Moi j'avoue que je me suis bien habitué par exemple à la nouvelle application Lumix, donc avec le BF il faudra prendre l'habitude d'avoir toujours avec soi un câble USB-C. Mais là en le testant, je me suis habitué au câble, le téléphone reconnaît tout de suite le boîtier et tu as vraiment accès à l'architecture des dossiers
dossiers de ta caméra. En plus, le Sigma BF, il te fait des dossiers par jour, donc c'est plutôt bien organisé. Puis ensuite, tu fais ta sélection pour télécharger tes photos ou tes vidéos. Au niveau de la batterie, c'est une BP81. Je recommande d'en prendre une de plus parce que ça peut descendre quand même assez vite, surtout si vous alternez entre photos et vidéo. Pour une batterie, ils annoncent 261 photos, ce qui est pas énorme. Après, sur un enregistrement vidéo 4K 25 images par seconde avec l'autofocus d'activer, la batterie a tenu un peu plus de 90 minutes, donc c'est quand même pas mal. Donc on est sur un boîtier plein format de 24,6 mégapixels, il est disponible en monture L, il existe en deux coloris, silver ou noir, et d'ailleurs ils proposent désormais toute leur série I en focale fixe en version silver, et elles sont proposées au même prix que la version noire. Ensuite, au niveau de l'interface, alors déjà la mise sous tension est plutôt rapide. Au niveau des commandes, c'est extrêmement simple. On a le bouton de déclenchement au sommet et à l'arrière, on a juste 3 boutons et une roue. On a un bouton de lecture, le bouton avec les 3 petits points qui permet d'accéder au deuxième menu. Et le bouton du bas, eh bien, un appui long, c'est pour mettre sous tension ou éteindre le boîtier, et appui court, c'est pour le mettre en veille. Et puis, on a la roue qui permet de naviguer dans les menus. On peut la tourner ou appuyer de chaque côté. Au niveau des menus, il y en a deux. Si tu cliques sur la commande au milieu de la roue, ça va activer le menu avec les displays. Et là, on a quelque chose de très simple, il y a 10 réglages, la marque considère qu'on peut tout faire avec ces 10 paramètres. Donc on a les paramètres d'exposition, vitesse, ouverture, correction d'exposition, ISO, le mode de couleur, le mode de prise de vue, le format, donc on a le choix entre le RAW DNG, le JPEG ou les deux. On a aussi le format, le mode d'autofocus et la balance des blancs. Et ensuite, si on appuie sur la commande avec les 3 petits points, eh bien on arrive sur le menu avec quelques réglages en plus. On peut activer ou non les displays, un repère au centre, des aides de composition, un niveau. On peut choisir d'afficher la focale, afficher la mise au point en pied ou en fit. Et puis on a les réglages de l'écran, réglages du son, réglages du micro et de la connexion USB. Et si on va sur système, eh bien on accède aux réglages habituels en lien avec le système, donc le formatage du disque, les droits d'auteur, la compensation de l'objectif, etc. Donc on a quand même une interface simplifiée. Et quand le premier menu est activé, donc on se déplace avec les flèches gauche-droite au bas et la roue permet de modifier le réglage sur lequel on s'est arrêté. Donc il n'y a pas la sélection classique des modes PSAM pour l'exposition, là il se gère individuellement. Donc ça veut dire quoi? Eh bien par exemple quand je suis sur le paramètre de vitesse, si j'appuie sur la commande au milieu de la roue, j'ai le choix entre le paramètre manuel ou le mode auto qui correspond tout simplement au mode priorité vitesse. Et comme on peut le voir, le réglage sélectionné apparaît dans le petit écran en haut à droite. Et ce qui est intéressant, c'est que tu n'es pas obligé d'activer le premier menu pour accéder au réglage. Tu vois là, le menu est désactivé, et bien je peux toujours naviguer et sélectionner le mode de prise de vue, le format, l'autofocus. Ça apparaît à chaque fois dans le petit écran. Alors une autre nouveauté assez importante du Sigma BF, c'est que c'est le premier appareil photo hybride à intégrer des fonctions haptiques. En fait, tu as une fonction qui se déclenche avec une fausse pression entre guillemets, c'est juste au toucher, tu n'as pas besoin d'enfoncer complètement le bouton. Donc ça c'est très intéressant parce que ça offre accès rapidement à d'autres fonctions. Donc il y a quelques fonctionnalités qui marchent avec le retour haptique. Tu as le bouton de lecture, juste en posant le pouce avec une légère pression, ça va afficher la dernière photo que tu auras prise et elle apparaît tant que tu as le pouce dessus. Alors il y en a une autre justement avec la commande à côté, là les 3 petits points. Avec le retour haptique, ça affiche un petit bandeau qui indique la batterie restante, le nombre de minutes d'enregistrement de libre ou encore le nombre de photos restants. Donc ça aussi c'est très pratique. Et encore une petite astuce que j'ai découverte en utilisant le boîtier, si tu es sur un des réglages du haut et quand tu utilises le premier menu, eh bien quand tu enfonces le déclencheur à mi-course pour faire ta mise au point, en fait ça affiche dans le petit écran le dernier paramètre d'exposition que tu as modifié. Et donc quand tu enfonces à mi-course le déclencheur, il est possible d'ajuster ce paramètre d'exposition avec la roue. Donc voilà, c'est un petit raccourci pratique. Alors comme il est fait d'un seul bloc, l'écran LCD il est fixe. Bon bah c'est sûr c'est moins polyvalent, faudra faire avec. D'ailleurs je trouve que même l'écran avec la luminosité au max, ça sera pas toujours suffisant en extérieur en plein soleil. Au Japon on a visité les abords d'un château, c'était entièrement sous la neige et là évidemment c'était un peu compliqué de bien voir l'écran, surtout si on veut changer les modes de couleur, on voit pas toujours bien la différence et là du coup il n'y a pas de viseur pour compenser. Alors il y a plusieurs formats, on l'a vu ça se sélectionne très facilement sur le premier menu. Moi j'aime beaucoup par exemple le format 21:9. Ensuite, il y a différents modes de couleurs, il y en a 13 pour l'instant, donc il y en a 3 nouveaux. Il y a le mode riche qui va augmenter la saturation, mais aussi modifier la teinte du bleu vers du cyan. C'est assez joli, généralement en plus c'est ce qu'on fait à la retouche. Donc celui-là, je l'ai bien aimé, je l'ai souvent utilisé. On a également le mode calme, donc là à l'inverse, on a une image moins contrastée, moins saturée, qui paraît plus douce. Je vous montre tous les modes de couleurs.
Ensuite, on est sur un shutter électronique, on peut monter jusqu'à 1 sur 25 600 secondes en vitesse. À faire attention, il peut avoir un peu de flickering en fonction du type de lumière. Alors ensuite, au niveau de l'autofocus, donc qui combine la détection de phase et de contraste, en photo, je l'ai trouvé plutôt réactif, vraiment assez rapide. Alors il y a la détection du visage, il y a la détection des yeux et il y a aussi la détection des chiens et des chats. Alors il n'y a que 2 zones de mise au point, soit la zone large, soit le collimateur resserré. Ça aurait pu être bien, je pense, d'avoir un choix intermédiaire, peut-être avec une zone un petit peu plus grande. Mais au final, j'ai beaucoup utilisé le collimateur unique parce qu'en fait, en AFC, tu as une option de tracking. Donc moi, ce que je faisais souvent, c'est je laissais le collimateur au centre, je cible le sujet et après, je fais ma composition. Allez, je te montre quelques bascules de points. Il est possible aussi de modifier le collimateur avec le tactile. Au niveau des ISO, on n'a pas de double ISO. En photo et vidéo, avec les profils de couleurs standard, la base ISO est à 320 et en log, elle est à 1250. Donc on peut monter jusqu'à 102 400 ISO. Je vous montre une comparaison à différentes valeurs d'ISO, toujours en photo. Donc j'ai fait une comparaison en JPEG, j'ai pris en photo une figurine et j'ai fait vraiment un gros zoom dessus. Et tu peux voir, on a quelque chose d'assez progressif en termes de montée en bruit. Mais je trouve dans l'ensemble que c'est assez propre. On a un petit bruit de luminance qui arrive progressivement, voilà, on le voit 2500, 3200, 4000, il continue, mais même jusqu'à 12800 ISO, je trouve que l'image est pas totalement dégradée. Alors certes, on perd un petit peu en piqué en définition, mais voilà, en photo et là sur un test en JPEG, je trouve que la montée en ISO est plutôt correcte. Je vous montre aussi quelques photos prises de nuit. Alors on a une petite rafale en mode AFC avec le choix entre 3, 5 ou 8 fps. Donc le Sigma BF c'est principalement pour la photo, mais on peut aussi faire de la vidéo. Alors ils ont enlevé le Cinema DNG et le RAW compressé que peut avoir le FP, toujours pour simplifier l'utilisation du BF. Alors au niveau des formats, on a de l'H264, de l'H265 qui a un meilleur taux de compression et du L-Log pour ceux qui veulent travailler leurs images à l'étalonnage. Il est possible d'afficher une lutte Rec 709 en prévisualisation. Donc on a de la 6K jusqu'à 30 images, de la 4K Ultra HD jusqu'à 30 images également, et c'est avec la Full HD qu'on peut monter jusqu'à 120. Donc on peut faire des choses, encore une fois c'est pas le boîtier avec les meilleurs specs en vidéo, c'est pas vraiment l'objectif du BF, là on est sur une utilisation plutôt de loisir. Alors concernant la stabilisation, le capteur n'est pas stabilisé, donc si vous utilisez une optique fixe, eh bien ça va être un peu compliqué. Il vaut mieux utiliser un objectif avec une stabilisation optique. Là par exemple ce plan c'est sans stabilisation et tout de suite à main levée ça va quand même trembler pas mal. Et avec la stabilisation électronique, donc c'est un crop de 1,25, ça fonctionne aussi. Je trouve qu'on sent toujours de micro vibrations, mais c'est quand même un peu mieux dans tous les cas. Si vous voulez faire de la vidéo à main levée avec ce boîtier, il vaut mieux activer systématiquement la stabilisation électronique ou avoir une optique stabilisée. Alors au niveau de l'autofocus en vidéo, eh bien je le trouve un petit peu moins bon. Autant en photo ça va, mais en vidéo tu vois, il peut avoir des petits décrochages. Alors là de loin ça va, mais dès que le sujet est proche, on a des petits effets de pompage, parfois ça va bugger. Il n'est pas aussi réactif que ce qu'on peut voir à côté chez les autres marques. Tu vois là maintenant un peu plus à contre-jour, on sent que c'est pas totalement fiable et qu'il y a des petits décrochages. Encore une fois, il y a des petits effets de pompage. Tu vois là ça papillonne un petit peu, il a envie d'être là mais il n'est pas toujours là au bon endroit ou avec un petit peu de retard. Donc plutôt avis mitigé en vidéo, mais heureusement ça tombe bien, c'est plutôt un boîtier photo. On a également du focus picking, les zébras ou encore les fausses couleurs. Alors il y a un histogramme mais il s'affiche uniquement quand on sélectionne un paramètre d'exposition, sinon il disparaît. Donc pour le coup ça pourrait être bien dans un prochain firmware d'avoir une option où on peut afficher l'histogramme dans les displays. Ensuite du côté audio, on l'a dit, il n'y a pas de prise micro, c'est un microphone intégré. Il y a une option de réduction de bruit de souffle. Je vous fais écouter des exemples. Alors voici un exemple d'enregistrement audio directement avec donc les micros intégrés du Sigma BF. Le gain est réglé sur auto et là l'option de réduction de bruit du souffle est désactivée. Et donc là à présent je viens d'activer l'option réduction de bruit du souffle. Alors ça serait peut-être plus pertinent en extérieur, mais ça vous donne déjà une petite idée
du rendu avec les micros intégrés de ce boîtier. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que tu peux relier le Sigma BF directement à un SSD externe et tu vas pouvoir transférer donc les fichiers de la caméra directement sur ce SSD. Tu peux sélectionner plan par plan, photo par photo ce que tu veux transférer, ou alors en cliquant sur la flèche du bas, en fait on va réduire l'affichage et là on a accès au dossier par jour, et donc comme ça on peut sélectionner tout un dossier et donc le transférer rapidement sur un SSD externe. On peut utiliser la caméra comme webcam et on peut envoyer le flux vidéo tant que c'est de l'USB-C. Au niveau des accessoires en option, on a la télécommande filaire, le chargeur BC81, donc il peut charger 2 batteries en même temps, et puis on a une Dragon soit noire soit grise. Alors au niveau du prix, le Sigma BF il sera disponible à partir d'avril 2025 pour 2349 €. Alors personnellement, je m'attendais à un peu moins, je le voyais plus aux alentours de 1900 €, quelque chose comme ça. Surtout si c'est pour cibler des personnes débutantes en photo, ça fait quand même un budget, d'autant plus si on rajoute le prix d'une optique, on va se rapprocher des 3000 €. En tout cas, justement, l'intérêt c'est qu'au niveau des objectifs, eh bien on a du choix. Clairement, je pense que toute la série Fix I, elle correspond très bien, elle va bien fonctionner avec ce boîtier. Là, moi j'ai beaucoup utilisé le 35 mm f2, en plus la version silver sur silver, elle est juste magnifique, et je me suis aussi servi du 85 mm f1.8 mais de chez Lumix parce que c'est ce que j'avais sous la main et c'est quand même une focale que j'aime beaucoup. À la limite, ça pourrait être intéressant que Sigma travaille voilà, soit sur un objectif pancake ou alors un petit zoom le plus compact possible, soit du 18-55 ou du 20-60, voire un 24-70, peut-être avec une ouverture un peu moins grande, mais ce qui permettrait de garder un ensemble compact et je pense cohérent. Alors maintenant, qu'est-ce que je pense de ce boîtier? Alors déjà, je suis content du choix de Sigma, de ne pas avoir tenté de faire un boîtier classique pour concurrencer les autres marques. Non, là ils ont pris un virage totalement différent et ils ont osé sortir voilà un appareil qui casse un peu les codes. Et je l'avais dit dans ma vidéo bilan, aujourd'hui tout le monde ne jure que par les specs, il faut cocher toutes les cases, on n'est jamais content et au final est-ce qu'on finit pas par perdre un peu le plaisir de la pratique et de l'image? Donc là une marque qui revoit toute son interface, qui simplifie au possible son utilisation et qui veut se concentrer sur l'expérience plutôt que la surenchère de specs, oui ça évidemment ça me parle. Après j'avoue, pendant la présentation officielle du produit, je m'attendais à quelque chose de même encore plus petit, surtout si l'idée c'était de concurrencer un peu le smartphone et donc avoir un boîtier qu'on a toujours sur soi parce qu'il est hyper léger, compact et qu'on peut l'embarquer sans trop réfléchir. Alors là le BF par rapport aux autres gammes plein format, il n'est pas gros mais il reste quand même assez dense et on se rapproche quand même du volume habituel qu'on trouve sur les hybrides plein format. Après forcément, je viens de le dire, on est sur un capteur plein format donc tout de suite ça limite un peu. Alors ensuite clairement il a un look unique, que ça soit en silver ou en noir. Alors un appareil photo c'est un outil pour créer des images, mais c'est vrai qu'en plus il y a le petit plaisir du design, du look, qui devrait pas laisser les gens insensibles. Je trouve qu'il y a un gros potentiel au niveau des commandes haptiques. C'est vraiment intelligent parce que ça augmente le nombre de fonctionnalités sans augmenter le nombre de boutons de commandes physiques sur le boîtier. Peut-être qu'ils peuvent même aller encore plus loin, faire d'autres commandes qui ont ce retour haptique, voire même, je sais pas si c'est possible, mais d'avoir 2 fonctionnalités par touche, une fonction quand tu touches une fois la commande et peut-être une deuxième fonction quand tu touches 2 fois rapidement la commande. Je sais pas si c'est possible, mais ça pourrait être intéressant. J'espère aussi qu'ils rajouteront peut-être d'autres modes de couleurs par la suite. Là j'aime beaucoup certains qui sont proposés et justement plus on a de choix, plus on va pouvoir personnaliser son image. Au niveau des points améliorés, je dirais l'autonomie de la batterie. Là elle descend quand même assez rapidement, il faudra au moins en avoir une ou deux de rechange. L'autofocus aussi, alors en photo j'ai pas eu trop de soucis, je trouve dans l'ensemble ça marche bien, mais en vidéo voilà, je le trouve un petit peu lent, il peut avoir des décrochages à certains moments. Et pareil, le fait que le capteur n'est pas stabilisé, donc sans la stabilisation électronique ou sans une stabilisation optique, c'est quasiment très difficile de faire des films à main levée parce que ça va quand même beaucoup trembler. Il y a aussi la luminosité de l'écran. Alors on peut monter à +5, ce qui est pas mal dans la plupart des circonstances, mais c'est vrai que parfois en extérieur, en plein soleil, ça devient un petit peu compliqué, surtout quand on a le soleil en contre-jour, ou par exemple là quand on était au Japon du côté d'Aizu dans la neige, vraiment là avec la réflexion on voyait quasiment rien et ça devient voilà très compliqué de choisir exactement les réglages et surtout les bons modes de couleur. Et puis éventuellement rajouter un deuxième point d'accroche pour tous ceux qui aiment utiliser une sangle. Alors là ça serait possible, il faudrait venir, je crois qu'il y a des petits supports, même Peak Design ils font ça, ça rajoute un petit point d'attache et donc là on pourrait rajouter voilà deux accroches pour faire une sangle. Ils ont fait le choix aussi de pas avoir de Wi-Fi, de pas avoir de Bluetooth, tout se passe en USB-C, donc il faut s'habituer. Le choix se comprend parce qu'en même temps l'USB-C ça devient la norme et d'ici quelques années il y aura plus que ça partout. Je trouve quand même que c'est vrai qu'une application c'est simple à utiliser, tu ouvres le Bluetooth et boum tu télécharges. Par exemple chez Lumix ça fonctionne très bien, mais un petit câble USB-C, boum on fait son transfert, ça peut fonctionner aussi. Alors encore une fois je pense qu'on l'a vu, le BF il est plutôt orienté pour la photo, il est adapté à quelqu'un qui débute, qui vient peut-être du smartphone mais qui veut
aller plus loin et qui veut apprendre la photo mais de manière simple. C'est vrai, quand on n'a jamais eu un appareil photo hybride entre les mains, au début c'est un peu complexe, il y a des boutons partout, il y a un tas de fonctionnalités, il y a 5-6 pages de menu, ça peut être assez compliqué. Là clairement en une après-midi, voire 1 ou 2 jours, tu peux t'habituer aux commandes, tu peux trouver un petit peu tes raccourcis, voilà, prendre tes habitudes et comprendre simplement comment fonctionne le boîtier. Et de même, il va convenir aussi à tous les photographes, je pense, qui ont envie de retrouver quelque chose de plus simple, de revenir à l'essence de la photographie, ne plus avoir besoin de passer 5 minutes à fouiller dans les menus chaque page pour trouver le bon réglage. Et puis après, si vous êtes déjà équipé en optique Sigma, ça peut être un choix cohérent, ou si vous aimez les modes de couleurs de chez Sigma, là il y a le mode riche que j'ai beaucoup utilisé, que j'aime bien, ou encore le teal and orange en ajustant un peu la balance des blancs, notamment le soir, là au Japon c'était vraiment magnifique. Et du coup ça fait que ton JPEG en sortie il est tout de suite beau, ça fait que t'as pas vraiment besoin de passer par la case retouche. Voilà pour cette review, si le produit vous intéresse, vous avez le lien comme d'habitude en description, et puis je vous invite dans les commentaires, je suis vraiment curieux de connaître votre avis sur ce boîtier. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle direction que prend Sigma, les commandes haptiques, le design, les fonctionnalités? Voilà, n'hésitez surtout pas à partager votre avis en commentaire, j'irai vous lire avec grand plaisir. Allez, moi c'est Benjamin, vous êtes sur la chaîne Derrière la caméra, on se dit à tout de suite sur la prochaine vidéo.